Bien, maintenant, on va revenir justement sur les découvertes scientifiques d'importance, parce qu'il y en a eu beaucoup quand même en 2018. On a vraiment repoussé les limites autant pour le corps humain que dans l'espace. On va en parler de ces découvertes avec le journaliste scientifique Renaud Manugera-Gagné. Bonjour Renaud. Oui, bonjour. D'abord, on a trouvé enfin une réponse à une question qu'on se posait depuis longtemps. Il y a vraiment de l'eau sur Mars. Oui, ça, c'est des chercheurs italiens qui ont fait cette découverte-là à 1,5 km sous le pôle sud de la planète Mars. Donc là, on parle d'un plan d'eau qui mesure une vingtaine de kilomètres de diamètre sur au moins 1 mètre de profondeur, mais probablement beaucoup plus. Et c'est une découverte qui a été faite grâce à la sonde de l'Agence spatiale européenne Mars Express, qui est en orbite autour de cette planète-là depuis 2003. Et ça a pris aux chercheurs 3 ans d'observation et 2 ans d'analyse avant qu'on réussisse à déterminer qu'on avait affaire à ce lac souterrain. On parle justement de quel genre de lac, là? D'abord, on parle d'une eau qui est extrêmement froide, vraiment loin en dessous du point de congélation, parce qu'il n'y a pas assez de chaleur sur Mars pour permettre une eau plus chaude que ça. C'est quand même pas une patinoire, là. C'est pas une patinoire parce que ça reste de l'eau liquide, mais justement, pour que ça reste liquide, il faut que ce soit une eau qui est extrêmement salée, beaucoup plus salée que l'eau de mer. Là, on parle d'un équivalent de la saumure qu'on utilise pour conserver certains aliments. Donc, même si on dit que de l'eau liquide, c'est toujours un indice de vie, dans ce cas-ci, les conditions risquent de ne pas y être très propices. Mais c'est pas impossible parce qu'on a déjà vu des bactéries ou des êtres vivants vivre dans des conditions extrêmes à des kilomètres de profondeur sous terre. Donc ça, c'est sûr qu'il va être extrêmement étudié au cours des prochaines années. Mais ce que cette découverte-là veut surtout dire, c'est que maintenant, la chasse est ouverte. Parce que si on a trouvé un lac sur Mars, ça veut dire qu'il y en a probablement d'autres. Et ceux-là, peut-être qu'ils vont avoir des conditions un peu plus propices à la vie. On va rester dans l'espace encore quelques instants pour une autre découverte importante qui vient, elle, de beaucoup plus loin. Oui, ça, pour la première fois, on a réussi à retrouver l'origine de ce qu'on appelle des particules fantômes. Donc ça, c'est des neutrinos. Des neutrinos, c'est des minuscules particules qui forment les atomes. Et on les retrouve aussi dans ce qu'on appelle le rayonnement cosmique. Ça, c'est des radiations qui existent partout dans l'univers, mais dont on ne connaissait pas l'origine des variantes les plus énergétiques. Donc, à l'aide d'un laboratoire qu'on surnomme le cube de glace, les chercheurs ont été capables de retrouver l'origine d'un de ces neutrinos qui sont remontés à un trou noir monstrueux, qui est des millions de fois plus massif que notre Soleil, qui est activement en train de dévorer des étoiles à 3,7 milliards d'années-lumière de nous. Et c'est ces étoiles-là qui émettent les neutrinos dans les derniers moments de leur existence avant d'être déchiquetées par le trou noir. Mais elles vont les émettre, elles vont émettre ces particules qui vont traverser l'univers en ligne droite à des vitesses proches de celles de la lumière. Et en septembre 2017, la Terre se trouvait dans la trajectoire de ces neutrinos qui ont été détectés par le laboratoire Cube de glace. Cube de glace, c'est un bien drôle de nom. Pourquoi cette appellation? C'est parce que détecter des neutrinos, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Normalement, ça traverse la matière sans interagir avec quoi que ce soit. Mais occasionnellement, quand elles frappent une particule directement, comme par exemple une molécule d'eau, elles vont émettre un bref flash de lumière qui pourrait être détectés par certains appareils. Donc, pour justement détecter ces flashs, les chercheurs sont allés en Antarctique. Ils ont, à un endroit où la glace était particulièrement transparente, ils ont creusé des trous de 2500 mètres de profondeur dans une région d'environ 1 km3. C'est pour ça qu'on s'appelle le cube de glace. Et ils y ont mis 5000 capteurs de lumière qui vont être capables de justement détecter ces neutrinos. Donc, quand un neutrino va frapper une des molécules de glace, ça va mettre ce flash et les détecteurs vont être capables d'évaluer sa trajectoire et ça va envoyer une alerte à plusieurs télescopes partout à travers le monde qui vont alors se braquer dans la direction d'où est venu le neutrino et essayer de détecter quel objet l'a émis. Et donc, c'est un outil de plus qui nous rend capable de mieux comprendre les phénomènes de l'univers. C'est ça qui s'est passé cette année avec cet appareil-là. Maintenant, je voudrais qu'on parle quand même d'une nouvelle qui est plus ou moins passée inaperçue. Vraiment, les gens scientifiques se sont intéressés à ça, mais on n'en a peut-être pas beaucoup parlé. C'est des bébés génétiquement modifiés en Chine. Oui, ça, c'est un phénomène c'est une histoire qui est arrivée en novembre dernier. C'est un chercheur chinois qui a annoncé avoir changé l'ADN de 2 jumelles pour les rendre résistantes au VIH. Donc, celle-là, c'est pas une découverte en tant que telle, parce qu'on avait déjà modifié génétiquement des embryons en laboratoire avant, mais c'était uniquement resté en laboratoire. Et là, le fait qu'il ait permis à ces embryons-là de se développer et de mener à des naissances, c'est une ligne qui a été franchie cette année. Et c'est une annonce qui devait arriver un jour, mais les chercheurs auraient voulu que ça se fasse de manière beaucoup plus encadrée et pour des raisons médicalement beaucoup plus valides que ce qu'on a vu. Parce qu'il existe des manières beaucoup plus simples et sécuritaires de protéger des enfants du VIH. Parce que lui, la technique qu'il a utilisée, ça s'appelle CRISPR-Cas9. C'est un ciseau moléculaire qui est capable de reconnaître spécifiquement un brin d'ADN, de le retirer et de le remplacer par un autre. Et c'est un outil qui a le potentiel
potentiel de vraiment aider à guérir des maladies incurables, mais si on l'utilise mal, ça peut faire plein de modifications génétiques accidentelles ailleurs dans le génome, et ça aurait pu causer des maladies beaucoup plus graves à ces deux enfants-là qu'elles auraient normalement pas eu si on n'avait pas joué avec leur ADN. Donc, il va falloir suivre ces fillettes-là dans les prochaines années pour s'assurer qu'elles soient en bonne santé. Et qu'on soit d'accord ou non avec le geste, bien, c'est un événement qui risque d'avoir beaucoup de conséquences dans les années à venir. En tout cas, ça fait beaucoup jaser dans la communauté. C'est un truc qui a beaucoup fait parler, effectivement. Renaud Manugera-Gagné, toujours fascinant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir.